Donc ça, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur le schéma. Pas de problème. Alors, donc une petite chronologie de la crise. À partir de mi-2006 à peu près, les faillites des banques immobilières se multiplient, mais se multiplient, ça veut dire par dizaines et dizaines et dizaines et dizaines d'établissements qui font faillite. Très impressionnant quand on voit la liste. À partir d'avril 2007, disons mi-2007, les indices boursiers, Dow Jones, Standard & Poor's 500, etc., commencent à stagner. La crise commence officiellement, d'après l'organisme statistique économique aux États-Unis, le NBER, en décembre 2007. Et tout au long de 2008, c'est une chute plus ou moins brutale de la production et des indices boursiers. Donc voici, pour vous donner une idée quand même de la sévérité de cette crise, l'évolution du PIB des États-Unis en taux annualisé. Donc au premier trimestre 2008, donc là on a le début de la récession, avec une baisse qui est encore relativement modeste. Puis au deuxième, une légère hausse en taux annuel, hein. Donc sur le trimestre, il faut diviser par 4 pour avoir le taux de croissance. Et puis là, à partir du troisième trimestre 2008, ça commence à tomber sévère. Quatrième trimestre, puis début 2009, là c'est la catastrophe. Et là, bon, le système commence à amortir un petit peu sa chute. Donc la crise économique au cours de 2008 et début 2009 a été extrêmement sévère aux États-Unis. C'est ce qu'on voit ici sur ces données. C'était un choc vraiment très très important. Ce qui nous ramène à la citation que je donnais au tout début de l'intervention de Robert Lucas. Le taux de chômage va augmenter, il était aux alentours, ici c'est le trait continu, hein, c'est ça, ouais. Il était aux alentours de 5%, il va carrément être doublé. Vous voyez, en l'espace de 2007-2009, en l'espace de 2 ans, le taux de chômage est multiplié par 2. Et la croissance économique, évidemment, ou la production ici, s'effondre de façon assez nette, surtout donc, à partir de mi-2008, ici, et 2009. Donc, les données qu'on vient d'examiner sont tout à fait en adéquation, même de façon étonnante, je trouve, en adéquation avec l'explication autrichienne. On a une expansion politique du crédit, un malinvestissement. Puis, on a bien vu la politique de la Banque centrale, hein, qui remonte les taux d'intérêt, qui contracte le crédit pour éviter l'inflation, parce qu'elle se dit la situation économique est redevenue correcte. Maintenant, bon, c'est bon, on peut resserrer un petit peu les vannes. Donc, remontée politique des taux d'intérêt, et là, la crise de réajustement qui se déclenche et qui est d'une sévérité, vraiment très, très grande. Une sévérité très grande, mais qui est à la mesure de l'expansion du crédit qui a eu lieu dans les années précédentes. Hein, puisque, comme j'avais dit tout à l'heure, pendant près de 2 ans, les taux d'intérêt réels sont devenus négatifs aux États-Unis. Alors, je n'ai pas fait le rapport avec les périodes antérieures, mais je crois que ça faisait des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que les États-Unis n'avaient pas connu une expansion du crédit semblable, me semble-t-il. Peut-être que de meilleurs connaisseurs me démentiront. Hein. Mais donc la crise ici, très sévère qu'on vient d'observer, elle est, je dirais, à la mesure de l'expansion du crédit extrêmement importante qui a été déclenchée par la Réserve fédérale. Alors maintenant, je vais passer aux aspects financiers de la crise. En fait, on peut montrer qu'un certain nombre d'aspects non monétaires de cette crise économique sont en réalité la conséquence des manipulations monétaires de la Réserve fédérale. Donc, l'aspect financier, voilà, c'est ça. Bon, le rôle des aspects financiers a été évidemment reconnu par tous les observateurs. Là, j'ai pris une citation du directeur de la Banque centrale des États-Unis. L'un des principaux facteurs de la crise immobilière est l'utilisation accrue de types exotiques de prêts immobiliers et l'augmentation résultante du risque de souscription. Cette conclusion suggère que la meilleure réponse à la bulle immobilière aurait été la régulation
et non la manipulation monétaire, bien sûr. Oui, c'est écrit noir sur blanc dans un texte extrêmement intéressant hein, qu'il a écrit, son article principal qu'il a écrit en 2010 sur la crise financière économique des États-Unis. Alors, comprendre le rôle des aspects financiers, donc là je vais m'en tenir à des considérations tout à fait simples. Hein. On voit que l'expansion du crédit a fait baisser les taux d'intérêt de court terme. Bon, ça c'était très visible sur les données. Hein. Et que du coup, compte tenu de la baisse des intérêts de court terme, les emprunts à taux variable ont été favorisés. Les emprunts à taux variable sont les emprunts que vous faites au taux courant. Donc si vous avez un taux courant qui est extrêmement faible, bien entendu, vous avez intérêt, surtout si vous n'anticipez pas de hausse future de ce taux, vous avez tout intérêt à contracter, à emprunter à taux variable. Les prix immobiliers à taux variable sont appelés aux États-Unis donc Adjustable Rate Mortgages. Donc mortgages, ce sont les prix immobiliers à taux variable, taux ajustable, ARM. Donc bien entendu, les emprunts à taux variable sont risqués, peuvent devenir difficiles à rembourser quand les taux d'intérêt de court terme remontent. D'autant plus que dans le cadre de cette expansion du crédit et de ce boom immobilier, de nouveaux types de prêts à taux variable se sont développés, qui existaient déjà, mais qui ont pris une ampleur qu'ils n'avaient pas auparavant. C'est pour donner une idée de la dimension, l'aspect financier de cette crise économique. Donc, il y a eu par exemple ce qu'on appelle les interest only. Hein? Donc ici, c'est un emprunt dans lequel l'emprunteur, pendant un certain nombre d'années, ne va verser que les intérêts de son prêt et ne pas commencer à rembourser le capital. Donc les premiers versements se limitent au versement d'intérêts, bien entendu. Donc ça allège le prêt au début, dans les premières années. Ou même les pay option ARMs, où là, dans les premiers mois ou les premières années de l'emprunt, l'emprunteur ne rembourse même pas le taux d'intérêt. C'est-à-dire il rembourse une somme qui est inférieure au taux d'intérêt, ce qui fait qu'en réalité, la somme qu'il doit rembourser augmente. La somme qu'il doit rembourser augmente avec ce système. Au début, elle augmente. Donc au bout de quelques mois ou quelques années, quand il passe au remboursement normal, je dirais, de son prêt, il doit rembourser une somme plus importante que celle qu'il a empruntée 6 mois, 1 an ou 2 ans avant. Et effectivement, ces instruments financiers, je dirais, délicats, on voit bien hein, qu'avec ces instruments financiers, les prêteurs, les banques, ici les établissements financiers, ont pu aller chercher des emprunteurs de plus en plus fragiles, de plus en plus risqués. Parce que rien ne dit qu'après la période, je dirais, confortable, ici, eh bien, les remboursements vont pouvoir se faire normalement. 3 types de prêts sont distingués. Alors, j'imagine que les spécialistes de ces questions en distinguent des dizaines, peut-être des centaines, en fonction de tout un tas de critères. Enfin, bon, pour simplifier, vous avez donc ce qu'ils appellent les prime loans, risque faible, les prêts emprunts à risque moyen, ils appellent ça Alt-A, je ne sais pas trop pourquoi, et les fameux prêts sous prime. Voilà nos fameux prêts sous prime ici qui apparaissent. Le risque est élevé, donc là l'emprunteur ne respecte pas les conditions traditionnelles qui sont demandées pour obtenir des prêts en fait. Hein. Donc que ce soit en termes de revenus, en termes de patrimoine, en termes de toute une série de critères, il est en dessous. Alors prenons les emprunts pay option. Donc là, ce sont les emprunts dans lesquels le prêt grandit pendant la première période. Hein. Alt-A, donc risque moyen. En 2003, ces prêts immobiliers représentaient 11% des nouveaux prêts immobiliers consentis. En 2005, ils représentent 38% des nouveaux prêts. 38% des nouveaux prêts immobiliers se font suivant cette option, hein, qui est quand même l'option la plus risquée de toutes,
Puisque là, au bout d'un certain temps, d'une certaine période de grâce, je dirais, au bout du délai de grâce, eh bien, il faut rembourser encore plus d'argent que la quantité qu'on a empruntée au départ. Et si vous prenez les interest only, qui ne représentaient en 2000 que 3% des nouveaux prêts immobiliers, donc ça, c'est une modalité un petit peu moins favorable pour l'emprunteur que la précédente, mais enfin, en 2004, représente 51% des nouveaux prêts. Et ça, ce sont des données qu'on trouve justement dans l'article de Ben Bernanke que j'ai cité tout à l'heure. Donc, données officielles, enfin, si on peut dire, hein, en provenance du directeur de la Banque centrale des États-Unis. La crise immobilière, un problème de taux variable ou problème de subprimes. Un économiste américain a fait une étude donc sur cette question. Est-ce que le problème de la crise est venu principalement des prêts sous prime ou est-ce qu'il n'est pas venu plutôt du développement des prêts à taux variable? Puisque ce qu'on a vu dans les schémas précédents, ce n'était pas les prêts subprimes, hein, c'était les prêts à risque moyen. D'accord? Et on voit que dans ce domaine-là également, des prêts à taux variable avec des modalités plus ou moins exotiques, pour reprendre le terme de Ben Bernanke, se sont développés très fortement. Et donc cet économiste américain explique qu'en fait, les risques de défaut ont augmenté dans la même proportion pour les prêts subprimes et pour les prêts à taux variable. Et donc pour lui, le problème n'est pas venu spécifiquement des prêts subprimes, mais plutôt de cette modalité des taux variables. Alors c'est intéressant dans la perspective autrichienne, parce qu'effectivement, pourquoi les prêts à taux variable se sont-ils développés à ce point-là? Il me semble qu'une explication tout à fait simple et directe peut être apportée, c'est parce qu'on a vu le taux d'intérêt courant chuter à un niveau extrêmement faible, même avec des taux d'intérêt réels négatifs dans la fin de la période du boom. D'accord? Donc, l'explication autrichienne ici, elle est intéressante, elle nous permet de comprendre la logique du malinvestissement, mais elle nous permet aussi de comprendre le développement de ces instruments financiers exotiques, développement très important, puisqu'elle les ramène exactement à la même cause. Donc l'innovation financière est une conséquence de l'expansion du crédit. C'est un aspect du cycle et non pas sa cause. D'accord? Les économistes keynésiens ou post-keynésiens utilisent une hypothèse qu'on appelle l'hypothèse d'instabilité financière. Donc eux, ils expliquent le boom justement par une sorte d'euphorie, une euphorie qui prend en quelque sorte les investisseurs, les banquiers, les financiers et qui les entraîne vers des schémas et des montages financiers de plus en plus complexes, de plus en plus risqués, jusqu'à la crise. Cette explication, par l'hypothèse d'instabilité financière, elle est associée au nom de Hyman Minsky, donc un économiste keynésien qui écrivait dans les années 70 et 80. Mais on voit que l'hypothèse d'instabilité financière, elle est en réalité, dans la perspective autrichienne, une conséquence de la création monétaire. La création monétaire fait baisser les taux, et donc la baisse des taux à court terme entraîne assez logiquement le développement de ces instruments financiers de plus en plus risqués, sauf que il est important de se rappeler qu'on est à cette époque, dans la phase de boom, donc, avec tous les experts immobiliers qui expliquent que la tendance à la hausse du prix de l'immobilier est une tendance durable.